Il est 13 h à Bamako. Merci de nous recevoir chez vous. Place au journal. Le journal. Moussa Papa Aïdara. 6 dossiers devant la justice. Les personnes incriminées doivent justifier l'écart entre le montant de plus d'1 milliard de francs CFA qu'elles ont utilisé à travers leur compte bancaire et leurs revenus cumulés qui s'élèvent à 335 millions. C'est ce qui ressort du dernier rapport annuel de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Devant le Premier ministre, 1000 jeunes volontaires ont prêté serment hier et s'engagent désormais à travailler pour le Mali et leur communauté. Cette action donne le coup d'envoi du programme intégré pour l'autonomisation de la jeunesse malienne. Plusieurs membres du gouvernement et des ministres en charge de la jeunesse des États de l'AES étaient présents. Les fidèles chrétiens catholiques sont réunis en ce moment à Kita pour leur pèlerinage national, un moment de recueillement au pied de Notre-Dame du Mali. Jeunesse du Mali ensemble pour le Mali Koura, tel est le thème de cette 53e édition. Et puis, actualité du continent, les électeurs islandais sont appelés aux urnes ce samedi pour des élections législatives anticipées. Des législatives anticipées provoquées par l'éclatement de la coalition au pouvoir le mois dernier. Ces élections pourraient déboucher sur une véritable révolution politique. Et puis, le président américain sortant Joe Biden, qui effectuera sa première visite très attendue en Afrique la semaine prochaine. Dès lundi, il se rendra en Angola pour 3 jours afin de présenter un projet de chemin de fer traversant 3 pays. La 26e édition de la CAN féminine de handball République démocratique du Congo 2024 reprend de plus belle ce samedi à la faveur de la 3e journée des matchs de poule. Au plan national, la 2e journée de la Ligue 1 professionnelle démarre également ce samedi. Mais vous savez quoi? Avant le sport, c'est bien sûr les informations générales. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le rapport annuel 2023 de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite désormais entre les mains du président de la transition. L'année dernière, le CLEI a mené 27 investigations sur lesquelles 6 dossiers ont été transmis à la justice. Les 6 agents incriminés doivent justifier l'écart entre le montant d'1 milliard 879 millions de francs CFA qu'ils ont utilisé à travers leur compte bancaire et leurs revenus cumulés qui s'élèvent à 335 millions. Le président de l'ECLEI a d'autre part dénoncé la baisse des déclarations de biens à la Cour suprême, une 60aine seulement enregistrée en 2023. Le président de la transition a félicité Dr Moumouni Guindo et son équipe pour le travail abattu avant de les exhorter à intensifier les actions de sensibilisation. Le point de la cérémonie avec Siaka Konaté. À l'issue des 27 investigations qu'il a menées en 2023, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a transmis 6 dossiers à la justice. Autant de dossiers n'ont pas été transmis pour insuffisance de preuves. Le traitement des 15 dossiers restants sera finalisé en 2024. Dr Moumouni Guindo, président de l'ECLEI. Les 6 dossiers transmis à la justice ont été traités par l'ECLEI sous l'angle du train de vie. Train de vie sans rapport avec les revenus légitimes des agents concernés. Ainsi, les 6 agents concernés ont utilisé, à travers leur compte bancaire, la somme de 1 milliard 879 millions de francs CFA, alors que dans la même période, leurs revenus légitimes cumulés totalisaient 335 millions, ce qui donne un écart non justifié de 1 milliard 541 millions de francs CFA. De 2018 à 2023, le CLEI a transmis 29 dossiers à la justice pour un montant de 25 milliards et demi de francs CFA. Son rapport 2023 épingle les conditions floues qui entourent la signature du contrat d'assainissement de la ville de Bamako, conclu en 2014 avec la société Ozone, sans l'implication des services techniques compétents. Dr Moumouni Guindo. Il a également été constaté que parallèlement à cette convention et pour le même objet, la mairie du district de Bamako a signé et exécuté divers contrats de nettoyage pour 13 milliards 500 millions de francs CFA, sur lesquels elle a payé 4 milliards 900 millions sur ses fonds propres, alors qu'au même moment, elle n'a payé que 712 millions à la société Ozone. Notre analyse a également révélé
que la facturation au forfait a entraîné une dépense indue de 20 milliards 300 millions de francs CFA. Enfin, nous avons noté qu'en juin 2020, le ministre de l'économie et des finances de l'époque a signé une convention de garantie autonome qui pourrait engager le Mali pour 18 milliards de francs CFA pour le règlement d'un prêt octroyé à la société Ozone par un pool bancaire malien. À l'issue de cette analyse, le CLEI a conclu que les conditions floues de la conclusion de la convention de gestion des services de propriété de la ville de Bamako par la société Ozone sont à l'origine des dysfonctionnements constatés dans son exécution. Le CLEI a à son actif l'information et la sensibilisation sur l'enrichissement illicite. Les partenariats qu'il a scellés avec les confessions religieuses a permis de préparer et diffuser des prêches anticorruption dans 5000 mosquées, dans les églises évangéliques et catholiques. C'est pourquoi le président de la transition a félicité l'équipe de l'OCLEI pour le travail abattu avant de réaffirmer l'engagement des autorités à lutter contre l'enrichissement illicite et toutes les formes de délinquance financière et économique. Général d'armée Assimi Goïta. Monsieur le Président de l'OCLEI, pour assurer davantage de justice et d'équité dans notre pays, l'OCLEI doit maintenir sa détermination dans l'accomplissement de sa mission, qui consiste à mettre en œuvre l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte contre l'enrichissement illicite. J'insiste particulièrement sur la nécessité d'intensifier les actions de sensibilisation afin de prévenir l'acquisition des biens illicites. Mesdames et Messieurs, relever les défis de la bonne gouvernance passe forcément par la modernisation de notre administration. La digitalisation de celle-ci, ainsi que des moyens de paiement à son sein, témoignent de notre engagement à endiguer le phénomène de corruption et d'enrichissement illicite. La numérisation des services publics est aujourd'hui synonyme de simplification des procédures et des prestations de l'État au bénéfice des citoyens, mais aussi d'un renforcement de l'efficacité de ces prestations. La transition maintient sa dynamique de lutte contre les infractions économiques, comme en témoignent des avancées significatives telles que l'adoption de la nouvelle Constitution qui prescrit une lutte implacable contre les infractions économiques, la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, la création de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, l'élaboration et la vulgarisation du programme national d'éducation aux valeurs, la création d'un pôle national économique et financier, l'adoption du nouveau code pénal et du nouveau code de procédure pénale. Ces instruments renforcent significativement les dispositifs de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le chef de l'État affirme avoir pris bonne note des doléances présentées par le président de l'OCLEI concernant, entre autres, la relecture des textes régissant l'office, le renforcement de ses capacités et moyens logistiques, la construction d'un siège, la baisse des déclarations des biens à la Cour suprême, des documents que l'OCLEI exploite dans le cadre de ses investigations. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. J'ai pris bonne note de vos préoccupations, notamment celles concernant la baisse notable des déclarations de biens au niveau de la Cour suprême. Je note également votre sollicitation relative à la constitution du siège de l'OCLEI. Cette demande s'inscrit pleinement dans la politique du gouvernement visant à offrir aux agents de l'État de bonnes conditions de travail pour mener à bien leur mission. Le rapport de l'OCLEI formule pour les autorités, les structures de contrôle et les structures contrôlées des recommandations visant à améliorer la gestion des ressources publiques et réduire la délinquance financière.
De Koulouba, direction le Centre international de conférences de Bamako, où a eu lieu hier le lancement du programme intégré pour l'autonomisation de la jeunesse malienne. C'est à la faveur de la prestation de serment de 1000 jeunes volontaires devant le Premier ministre, chef du gouvernement. Ce programme prend en compte certaines recommandations des États généraux de la jeunesse. Par ce serment, les 1000 jeunes volontaires s'engagent à travailler pour le Mali et leur communauté. Plusieurs membres du gouvernement et des ministres en charge de la jeunesse des États de l'AES ont accompagné le Premier ministre à cette cérémonie. Les précisions avec Mamari Koné et Aliou Touré. Cette cérémonie de prestation de serment de 1000 jeunes volontaires nationaux devant le Premier ministre, chef du gouvernement, consacre le lancement des activités du programme intégré pour l'autonomisation de la jeunesse malienne PIAGEM. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie globale du gouvernement et la politique nationale de la jeunesse, période 2022-2035. Le programme soutient fortement la promotion socio-économique des jeunes, leur engagement citoyen ainsi que leur participation en tant qu'acteurs dans la stabilisation et le développement durable de notre pays. Le représentant du PNUD au Mali a réitéré la disponibilité et l'engagement du PNUD à continuer à soutenir les efforts du gouvernement. Son soutien est déjà acquis pour la deuxième phase du programme sur la base des acquis. Roland Seri, représentant résident adjoint du PNUD au Mali. Le PIAGEM tel que conçu contribue à catalyser la participation active des jeunes à la transformation économique structurelle par l'extension des opportunités économiques pour les jeunes, leur insertion économique et professionnelle et leur implication dans la dynamisation du tissu industriel pour le développement de la chaîne de valeur pour la diversification de l'économie malienne dans les régions de Mopti et le district de Bamako. Pour la réussite de leur mission, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a invité les jeunes à plus de courage et d'engagement, car les bénévolats permettent d'apprendre et de grandir. Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Chaque heure que vous consacrez à aider les autres, chaque sourire que vous apportez à ceux qui en ont besoin, contribue à tisser des liens plus forts et plus résilients dans notre société. Le bénévolat ne se limite pas à donner de l'aide, c'est aussi une opportunité d'apprendre, de grandir et de se découvrir. En vous engageant, vous développez des compétences précieuses telles que le leadership, le travail en équipe et la communication. Vous rencontrez des personnes inspirantes et découvrez des histoires qui enrichissent votre perspective. Ces expériences vous façonnent et vous préparent à relever les défis futurs. Mais au-delà de l'apprentissage, il y a un impact réel et tangible. Pensez à toutes les vies que vous touchez, à tous ces moments de bonheur que vous apportez. Chaque geste compte. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, est convaincu du rôle que joue la jeunesse dans le développement d'un pays. C'est pourquoi il s'est apaisanté sur son importance dans l'espace AES, dont les ministres en charge de la jeunesse sont présents à cette cérémonie. Général de division Abdoulaye Maïga. Programme jeunesse et autonomie me semble en parfaite adéquation avec les préoccupations de la Confédération de l'AES, dans laquelle la population est de plus en plus jeune, faisant de notre espace l'espace des jeunes, par conséquent un espace d'avenir. La jeunesse constitue indéniablement un formidable atout pour notre continent. Elle peut également être une source de tension si ses besoins ne sont pas pris en charge. Cette rencontre sur l'autonomisation et le sort de la jeunesse constitue un cadre idoine pour fructifier les échanges et formuler des recommandations fortes qui influenceront positivement le processus d'élaboration et de mise en œuvre de nos politiques publiques en matière de jeunesse. Le Premier ministre a salué l'engagement du Mali à se reconstruire avec l'appui des jeunes, conformément aux orientations du président de la transition. Nous allons bientôt aménager des espaces jeunes pour renforcer la formation, la co-création, l'incubation et la compétitivité. Mesdames et messieurs, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a recommandé, entre autres, d'aider les plus marginalisés, d'accroître l'investissement dans le capital humain et dans la digitalisation, et d'affirmer notre détermination à nous relever. Ces orientations fortes montrent à suffisance que les ministres chargés de la jeunesse de la Confédération AES se trouvent à un tournant historique pour apporter la riposte appropriée et offrir les chances à la jeunesse
de prendre son destin en main et de conquérir le monde. En marge de cette cérémonie de prestation de serment, les directeurs généraux en charge du volontariat du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont signé un plan d'action issu d'un mémorandum d'entente. À la faveur de ces mémorandums, les trois pays pourront désormais se donner la main dans la mise en œuvre des actions de volontariat au bénéfice des populations. Radio Mali à Kaï et environ, 92.2 MHz en FM. L'actualité en première région, c'est bien sûr le coup d'envoi de la campagne nationale de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la drogue et des substances psychoactives, organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. La cérémonie a regroupé autour du gouverneur de la région, des autorités administratives et politiques, des partenaires techniques et financiers et plusieurs jeunes. De Caille, la correspondance de Kabadira. La région de Caille est réputée être l'une des plus touchées par la consommation de la drogue. Des études ont montré que plus de 75% des jeunes consomment la drogue. Modibo Diallo, chef d'antenne OCS de Caille. Nous demandons l'appui de la population et l'appui comment? C'est de nous informer, nous expliquer, de ne pas essayer de camoufler son voisin, ça ce n'est pas bon. Il faut nous donner des informations sûres. Quand vous donnez des informations, nous allons déployer nos moyens pour faire arrêter ces fléaux-là. Adama Sangaré, président du Conseil régional de la jeunesse d'Ekaï. L'activité consiste beaucoup de paramètres tels que la conférence débat qui est prévue dans les activités, le causerie débat, des sensibilisations dans les familles et échanger sur l'avenir pour développer le pays. Nous, en tant que jeunes, nous sommes très contents. Pour le chef de l'exécutif régional, que les drogues soient dures ou douces, elles ont des conséquences désastreuses sur la santé mentale et physique, sur l'éducation et la famille, entre autres. Général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région d'Ekaï. La sensibilisation que nous lançons aujourd'hui vise, chers jeunes, à vous aider à comprendre les dangers des drogues, à vous informer sur leurs effets dévastateurs et à vous encourager à adopter des comportements sains et responsables. Je suis convaincu qu'en vous engageant dans des activités constructives et en vous entourant de personnes positives, vous pourrez non seulement éviter les pièges des drogues, mais aussi contribuer activement au bien-être et à l'épanouissement de notre communauté. Des témoignages et un sketch sur les effets néfastes de la consommation de la drogue ont été temps fort du lancement de cette campagne nationale de sensibilisation des jeunes dans la cité des rails. Kaï, Kabadjara, Lassana Sissoko pour l'ORTM. À Tombouctou, notre correspondant sur place, Idrissa Goulou Sissoko, nous signale que la révision de la liste électorale se poursuit normalement dans la commune urbaine de Tombouctou. Seulement, l'affluence n'est pas au rendez-vous. Les travaux de révision de la liste électorale se poursuivent normalement à la mairie de la commune urbaine de Tombouctou. C'est le constat fait par le directeur de cabinet du gouverneur de la région après ses entretiens avec les membres de la commission. Démarré en octobre dernier, le président de la commission installé à la mairie se dit satisfait du déroulement de l'activité. Fonjo Tandina, président de la commission. Ce qu'on est en train de faire, c'est les transferts d'abord, ainsi que la radiation. On n'a pas assez de difficultés, on est jusque-là en train de continuer dans de très bonnes conditions. Après avoir échangé avec les membres de la commission, le visiteur du jour s'est dit satisfait et remercie les autorités pour avoir pris les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de cette campagne de révision. Mamadou Tembeli, directeur de cabinet du gouverneur de Tombouctou. Nous invitons l'ensemble de la population, la région, à continuer à fréquenter les commissions administratives qui siègent au niveau des 53 communes que compose la région. Et nous avons cette année 337 209 électeurs, parmi lesquels nous recevons 956 nouveaux majeurs. Et les transferts effectués se chiffrent à 2339 et la radiation à ce jour, nous sommes à 906. L'inscription sur une liste électorale est un devoir citoyen et permet de participer à tous les scrutins organisés dans notre pays. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Abdoulaye Sissé pour l'ORTM. 13h19, retour ici à Bamako et sur un tout autre plan. La deuxième session pour la mise en œuvre des grandes orientations du projet de restauration des terres dégradées au Mali, PRTD Mali. C'est le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui a présidé les travaux du comité de pilotage. Occasion pour les administrateurs d'examiner et d'adopter le compte-rendu et l'état des recommandations de la première session, le bilan technique et financier 2024 et le projet de plan de travail et de budget annuel 2025. Compte rendu à Guibo Koulibaly. Ce comité de pilotage se tient dans un contexte marqué par de nombreux défis environnementaux et vise à garantir une transition écologique reçue au Mali. Selon le premier responsable du PRTD Mali, l'ambition est de réhabiliter des milliers d'hectares de terres
de renforcer la résilience des communautés rurales et de contribuer à l'atténuation des effets du changement climatique. Mamadou Diallo, coordinateur national du PRTD Mali. Sur le plan de la gouvernance, toutes les instances de gestion et de coordination du projet ont été mises en place. Nous avons des contrats signés pour les travaux de dragage et le curage des sédiments sur la voie d'accès des bateaux au niveau de Mopti. Nous avons un contrat signé pour le rehaussement et l'élargissement de la digue route à Mopti. Nous avons un contrat signé pour la réhabilitation de la rame d'apostage des Pinas au niveau de Mopti. Et nous avons une activité très importante à Kona, qui est le surcreusement du chénal d'amener d'eau au port de Kona. La ministre en charge de l'environnement a souligné l'importance de ce projet pour répondre aux enjeux de la dégradation environnementale au Mali. Elle se réjouit déjà des résultats obtenus en 10 mois par le PRTD. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Sur une prévision budgétaire corrigée de 14 milliards 77 211 350 francs CFA, le projet a fait une réalisation totale de 4 milliards 846 250 639 au 31 octobre 2024. S'agissant du cas spécifique du PTVA 2025, il doit être réaliste et correspondre aux priorités du projet. Ce comité de pilotage du PRTD Mali marque une étape clé pour faire face aux défis de la dégradation environnementale. Les prochaines semaines permettront aux membres du comité de pilotage du PRTD de mesurer l'impact des décisions prises lors de cette session stratégique. Parlons religion à présent et je vous amène directement à Kita où les chrétiens catholiques du Mali s'apprêtent à vivre le 53e pèlerinage national au pied de Notre-Dame du Mali. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a effectué une dernière visite ce matin avant l'accueil des pèlerins. Le ministre Mamadou Koné s'est dit rassuré du dispositif mis en place. Il a invité les participants à s'approprier également du thème de cette année qui est Jeunes du Mali, ensemble pour le Mali Koura. Le ministre Koné est au micro de nos envoyés spéciaux à Kita, Mfali Sidibé et Isaac Chenou. Tout est bien fait pour entamer proprement dit le pèlerinage demain. J'appelle tout le monde d'être ici à Kita à chaque édition du pèlerinage car ça fait bien de venir à Kita lors du pèlerinage. Ça fait méditer, ça donne à réfléchir. Qu'est-ce qui est plus beau que ça? Le thème de cette année est un thème interpellateur pour la jeunesse malienne, car l'avenir de tout un pays repose sur la jeunesse. C'est la jeunesse qui peut quand même bâtir un pays de façon durable. C'est la jeunesse qui peut donner de l'impulsion totale pour le développement. C'est la jeunesse aussi qui est gage de développement pour tout un pays. Si le thème de cette année retient la jeunesse au premier lieu, ça veut dire qu'on doit doubler d'efforts pour la construction de notre pays. Ceux qui ont donné le thème, ils ne se sont pas trompés, car c'est la jeunesse aujourd'hui qui est interpellée. Le président de la transition l'a dit, si j'échoue, c'est la jeunesse qui aura échoué. La jeunesse ne va pas échouer, Inch'Allah. À l'instant donc, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Mahamadou Koné, qui s'exprimait au micro d'Isaac Chenou. Et il faudrait rappeler donc que la délégation, la grande délégation, arrivait à 13h en ce moment à Kita. Actualité hors de nos frontières. Au Liban, le chef du Hezbollah, Naïm Kassim, a déclaré hier son intention de coopérer avec l'armée pour garantir le respect du cessez-le-feu avec Israël. La trêve qui a mis fin à plus d'1 an d'hostilité transfrontalière, 2 mois de guerre ouverte entre les deux belligérants, est déjà mise à l'épreuve. Le plan prévoit un retrait de l'armée israélienne du sud du Liban dans un délai de 60 jours. En contrepartie, le Hezbollah doit se replier au nord du fleuve Litani, près de la frontière, et démanteler ses infrastructures militaires dans le sud. Par ailleurs, l'armée israélienne a annoncé hier avoir mené une frappe aérienne contre le Hezbollah pro-iranien dans le sud du Liban.
Et je vous l'annonçais dans les titres également, élections législatives anticipées en Islande. Les électeurs islandais sont appelés aux urnes ce samedi dans le cadre de ces élections provoquées par l'éclatement de la coalition au pouvoir le mois dernier. Ces élections pourraient déboucher sur une véritable révolution politique. Le Parti de l'indépendance, formation conservatrice et néolibérale, devrait passer sous la barre des 20% pour la première fois de son existence, voire sous les 15% selon certaines prévisions. Le Parti du Progrès, orienté vers l'agriculture, va quant à lui tenter d'obtenir au moins 5% des voix nécessaires pour entrer au Parlement, tandis que le mouvement gauche-vert devrait tout simplement disparaître de l'hémicycle. En Syrie, les terroristes et rebelles progressent sur les fronts après une offensive lancée mercredi dernier contre les forces gouvernementales. Les combats ont fait au moins 277 morts, dont 24 civils. De violents combats se poursuivent encore dans les provinces d'Idlib et d'Alep, au nord-ouest du pays. Les informations sur l'avancée des rebelles sont confirmées par des sources indépendantes. Et terminons par cette actualité aux États-Unis. Le président américain sortant, Joe Biden, effectuera sa première visite très attendue en Afrique la semaine prochaine afin de présenter un projet de chemin de fer traversant 3 pays. Dès lundi, il sera d'abord en Angola pour 3 jours. Ce voyage permettra de promouvoir le développement du corridor de Lobito en Zambie et au Congo, un projet qu'il a présenté comme une nouvelle approche pour contrer une partie de l'influence et de la domination de la Chine sur les minéraux essentiels de l'Afrique. Tout de suite, c'est le sport. CAN féminine de handball République démocratique du Congo 2024. Après un léger repos, la 26e édition reprend ce samedi à la faveur de la 3e journée des matchs de poule. En football, les équipes nationales des moins de 17 ans filles de la zone de l'UFOA B sont désormais fixées sur leur groupe depuis hier après le tirage au sort effectué. Et sur le plan national, la 2e journée de la Ligue 1 professionnelle démarre également aujourd'hui. On fait le point de tout cela avec Famorou Djourté. Les 2 premières rencontres de la 2e journée de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali se jouent ce samedi 30 novembre 2024 au stade Mamadou Konaté. À 16h, 11 créateurs affrontent l'AS Police. Juste après, à 18h, l'USFAS reçoit Afrique Football Elite. Le programme se poursuit demain dimanche au stade Omnisport Salif Keita à Kati. L'US Bougouba sera face à l'AS Kouroufina à 16h. Au même moment, au stade Mamadou Konaté, l'US Bougouni fera sa première sortie en Ligue 1 professionnelle contre l'AS Bakardian de Baraouli. Cette rencontre sera suivie sur la même pelouse par celle opposant le FC Diara à Binga FC. La rencontre Étoile du Mandé Djouliba AC se jouera mardi au stade Mamadou Konaté à 16h. Le match Stade Malien de Bamako contre AS Real de Bamako au compte de cette 2e journée est reporté en raison du déplacement des Blancs de Bamako en Angola en vue de leur 2e journée de la Coupe CAF. Toujours au football, cette fois sur le continent, tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de la zone B des moins de 17 ans féminin. Le tirage au sort des groupes a eu lieu ce vendredi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors que la compétition se tiendra du 12 au 26 décembre à Accra au Ghana, les 6 équipes en lice ont été réparties dans 2 groupes. La poule A est composée du Ghana, pays hôte, du Bénin et du Burkina Faso. Dans la poule B figurent la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Le Togo a décidé de se retirer du tournoi. La CAN féminine de handball se poursuit en République démocratique du Congo. La 3e journée des rencontres de poule se joue ce samedi. 2 rencontres se jouent en ce moment. L'Algérie affronte le Congo dans le groupe A et le Cameroun reçoit l'Ouganda dans le groupe B. À 14h, le Cap-Vert sera face au Kenya dans le groupe A. Toujours dans ce groupe à 15h, le Sénégal et l'Égypte s'affrontent. Dans le groupe B, l'Angola tenante du titre joue contre la Guinée. Ce sera à partir de 16h. Le dernier match de la 3e journée mettra aux prises la Tunisie et la République démocratique du Congo à 17h. 324 buts ont été inscrits lors des 2 premières journées de cette CAN féminine de handball 2024. Il s'agit d'une progression de 24 buts par rapport à la précédente édition. Mais l'enjeu principal de cette 26e édition est de savoir si une nation pourra détrôner l'Angola, championne en titre et détentrice du record de trophées dans la compétition. Lors de la CAN féminine de handball organisée au Sénégal en 2022, l'Angola avait logiquement remporté le tournoi en se débarrassant du Cameroun en finale 28-19. Un succès qui était son 4e de suite dans le tournoi, le 15e de son histoire. Une suprématie sans partage dans le monde du handball féminin que les Angolaises comptent bien prolonger cette année encore. 13h29 pile d'informations. Tous les plaisirs étaient pour Moussa Papa Aïdara de vous présenter ce journal. Mise en onde bien assurée par Fousseni Sissoko et Absi Traoré. Mise en ligne Badji Touré. Réalisation Douranché Diakité Draman Sanogo. Coordination Bemba Sibi. Merci à tous pour votre attention. Prochaine édition du journal, 19h30. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Belle journée de samedi à tous sur le RTM.